Maud Matisse est numéro 1 mondiale de trail. Dans le cadre de sa préparation 2022 pour le trail et puis pour le marathon, elle est venue réaliser un test progressif d'effort ici au laboratoire Volodalen. On a déjà fait 2 vidéos pour venir décrire les résultats de ce test. Cette première vidéo nous a dit combien Maud avait un niveau de VO2 max et un niveau de VMA relativement faible, en revanche un seuil plutôt très élevé. Dans la deuxième vidéo, on vous a demandé vos commentaires, puis on a remis en œuvre ces commentaires pour essayer d'interroger 4 types d'entraînement, 4 grands modèles d'entraînement qui ont été proposés sur les 50 dernières années. Le modèle qui était le modèle long slow distance, le deuxième modèle qui est le modèle autour du seuil, le troisième modèle qui est le modèle polarisé, fractionné et lent, et le quatrième modèle qui est un modèle plutôt diversifié qu'on appelle le modèle pyramidal. Vous nous avez proposé surtout d'amener Maud dans un mode polarisé. On peut l'entendre puisque Maud a un niveau maximal qui est très faible, eh bien on aimerait l'augmenter. Ce qu'on vous propose, c'est de vous donner non pas une vérité, mais de vous donner notre avis dans cette troisième vidéo sur le type d'entraînement qui pourrait être favorable à Maud. Voilà, en avant avec l'entraînement de Maud. Cyril Volodalen, laboratoire du mouvement. Alors parmi les 4 modèles, il y a un modèle qu'on évacuerait immédiatement et c'est celui qui est plutôt présenté par la science comme le modèle médaille d'or, à savoir le modèle polarisé. Alors pourquoi c'est un modèle qu'on ne mettrait pas en œuvre avec Maud alors que tout laisse penser que c'est celui qu'il faudrait favoriser puisqu'elle semble avoir une espèce de bouchon de VO2 max qu'on aimerait bien repousser pour pouvoir encore augmenter le seuil. Eh bien, la première raison, c'est que la VO2 max, c'est un indice qui permet de différencier les gens par niveau. C'est-à-dire que ça va différencier des athlètes de bon niveau d'athlètes de moindre niveau. En revanche, si on vient cibler sur un niveau de performance, c'est un indice physiologique qui n'est plus corrélé à la performance. Si vous regardez la figure que vous avez devant vous, qui reprend un certain nombre d'athlètes de haut niveau, eh bien on voit que la performance sur marathon par rapport à la VO2 max, il n'y a aucune corrélation. Toutes les études ne montrent pas ça, mais quand même la majorité d'entre elles. Alors pourquoi venir se fixer sur un indice physiologique qui n'est pas corrélé au haut niveau alors qu'on cherche à améliorer une performance de haut niveau? On peut s'interroger sur ce premier point. Deuxième point pour lequel on ne viendrait pas axer sur le modèle polarisé, c'est que dans la deuxième partie de leur carrière, la plupart des athlètes de haut niveau, et ça c'est rapporté sur le terrain et puis dans les publications scientifiques, vont plutôt améliorer non pas les indices physiologiques maximaux, mais plutôt les indices d'économie de course ou alors les indices de vitesse pour une notion physiologique donnée. C'est le cas notamment de publications qui ont été faites par Jones sur Paula Radcliffe, dont on voit qu'elle n'a pas du tout amélioré sa VO2 max sur les dernières années de sa carrière, alors que son économie de course s'est améliorée de manière radicale. Alors elle avait amélioré aussi sa VMA, mais pas la VO2 max. C'était des publications qui ont été aussi produites sur Lance Armstrong et puis sur d'autres performances, sur d'autres très bons spécialistes d'endurance. Alors, notion de dopage mise à part, eh bien c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent de voir que les indices physiologiques, quand on arrive à une vingtaine d'années, si on s'est correctement entraîné, ben ils sont à leur maximum. Puis après, c'est plutôt de la gestion ou de l'indice d'endurance ou d'économie de course, l'un allant souvent avec l'autre, pas toujours, mais souvent avec l'autre, qui s'améliore. Donc avec l'âge, on devient plus endurant et on ne devient pas plus puissant dans le sens d'aller chercher une VO2 max plus élevée. Troisième raison, c'est que Maud a cet indice, sur ses indices maximum, elle a une faiblesse qui semble en tout cas rédhibitoire. Son niveau de VO2 max est au ras les pâquerettes, sa VMA est relativement basse, donc faire le pari d'une faiblesse, donc prendre de l'énergie sur une force pour venir la donner une faiblesse, c'est quand même un risque majeur, plus encore quand vous avez un athlète qui va complètement bien. C'est-à-dire c'est une athlète, Maud, qui enchaîne les bons résultats, qui est en pleine performance et qui l'a réalisé sur ces 3 dernières années en faisant le choix avec son entraîneur, en faisant le choix du seuil contre le choix du polarisé. Alors venir réinverser ça alors qu'elle est en réussite, c'est une prise de risque qui nous semble majeure. Enfin, quatrième raison, c'est une raison plutôt liée à mon expérience. Un des cas où j'ai fait une catastrophe, et puis Guillaume nous l'a évoqué aussi, Guillaume, le responsable de la salle Volodalen à Caen,
nous l'a évoqué avec un athlète dont il s'est occupé. Dans les deux cas, on a vécu la même mésaventure, qui étaient des athlètes super endurants, qui étaient aux alentours de 2h30 au marathon, à qui on a voulu appliquer le modèle polarisé. C'est un modèle qui fatigue, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a du lent en regard du rapide. Faire du fractionné, ça joue bien sûr sur des valeurs maximales si tout va bien, mais ça joue aussi sur une fatigue orthosympathique beaucoup plus importante. Et donc on prend un risque de la fatigue et on prend un risque de diminuer l'efficience dans la durée, parce que l'énergie qu'on a pris en endroit, on ne peut pas l'avoir à tous les endroits. Et donc, Guillaume et moi, nous avons vécu des contre-performance en appliquant ce modèle dans le cadre d'athlètes qui déjà étaient venus sur plusieurs années améliorer leur performance plutôt dans les indices d'endurance. Eh bien, les gens qui sont venus monter leur seuil et qui l'ont fait sur plusieurs années sont des gens maintenant qui sont adaptés à un type d'entraînement et pour lesquels il est relativement, à notre sens, par expérience, dangereux de venir parier à 30, 35 ans sur augmenter le maximal en attendant, en espérant que le reste monte avec. Ça fonctionne mieux si déjà on a un niveau 2 très élevé sans le palier de VO2 sur le test progressif. Et enfin, ça fonctionne un petit peu mieux, il nous semble, quand on est dans une première partie de carrière. Et donc, on évacuerait complètement le modèle qui est le modèle polarisé. Alors après, pour quel type de modèle ? La proposition d'Amélie, qui est de faire de la biomécanique pour améliorer sa biomécanique de course, améliorer son économie de course, eh bien on la met déjà en œuvre depuis 2 ans, notamment pour éviter des petites blessures qui sont un peu récurrentes chez Maud, blessures au niveau du tendon d'Achille et puis au niveau des ischios en proximal. Donc ça, c'est déjà à l'œuvre et puis ça va être continué. Ensuite, si on continuait, on pourrait poser la question du modèle pyramidal. C'est-à-dire le fait de se dire, allons quand même faire un petit peu de VMA, et puis gardons quand même la force, qui est le fait de faire du seuil, et puis rebaissons un petit peu le seuil pour aller chercher le lent. Donc là, on irait plutôt jouer sur la diversité, ça peut s'entendre. Après, à l'entraîneur de décider. Ça nous semble être plutôt un choix du non-choix. C'est-à-dire le fait de se dire, allez, essayons de mettre un peu des graines de partout en espérant que tout pousse. C'est pas le modèle qu'on favoriserait de notre côté par expérience et compte tenu de ce qui a été l'historique de Maud. En fait, pour venir sur ce que l'on favoriserait, eh bien, on partirait de la réalité de Maud et puis pas de ce que serait un modèle et qu'il faudrait appliquer. La première réalité de Maud sur laquelle on travaille, c'est qu'elle ne se blesse pas. C'est d'assurer la continuité de son entraînement. Et pour ça, l'entraînement croisé nous semble particulièrement intéressant. Et puis le travail sur de la prépa physique, le travail sur de la biomécanique de course, et ça, c'est à l'œuvre. La deuxième réalité, c'est on ne prendrait pas le risque sur un athlète qui est au plus haut niveau et qui va bien avec une méthode d'entraînement, on ne prendrait pas le risque de venir enlever de l'énergie sur la force, donc sur quelque chose qui lui a permis de s'améliorer. On chercherait même plutôt à venir continuer à ce que le maximum d'énergie soit de ce type-là. Donc, pour nous, on continuerait l'entraînement de type seuil en venant cibler autant que possible des allures de 17, 17,5, 18 km/h, puisque c'est là qu'elle est susceptible, entre 17 et 17,5, de s'améliorer pour venir chercher un jour peut-être un marathon en dessous de 2h30, voire sur 2h25. On ne peut pas penser qu'elle aille chercher 2h15 ou 2h20. Ses indices maximaux ne permettent pas de penser, mais partons de sa réalité et disons, essayons d'améliorer encore de quelques minutes sur cette réalité. Et pour le moment, dans sa carrière, la seule chose qui nous a permis de montrer que c'était possible de le faire, eh bien, c'était de l'entraînement seuil. Donc on continuerait sur l'entraînement seuil. Enfin, on ajoute un élément, c'est que parfois on vient amener de la lumière à l'endroit où il y a une lumière qui est en train d'opérer. Donc vous savez, c'est la fameuse histoire du lampadaire. J'ai perdu mes clés où ? Par là-bas. Et pourquoi vous cherchez sous le lampadaire ? Parce que c'est le seul endroit qui a la lumière. Et donc, peut-être qu'il y a d'autres éléments en Maud qui expliquent une partie des performances. Et une qui a été particulièrement choquante, là, c'est quand elle avait terminé son test. Maud a réalisé le test ici au laboratoire où il faisait 21,5 degrés. D'abord, elle s'est entraînée 10 à 15 minutes sur le tapis pour s'habituer au tapis. Ensuite, on a fait un test de rendement à 15 km/h qui a duré 4 minutes, 1 minute de récupération, puis après, elle a monté ses vitesses de 12 km/h jusqu'à 19,5 km/h
avec un incrément de 0,5 km/h toutes les minutes. Dit autrement, elle a couru plus de 30 minutes, 30-35 minutes dans un environnement chaud à 21,5 degrés. Habituellement, quand vous faites ça, eh bien, il y a un truc qui est simple, vous transpirez. Quand elle a terminé son test VO2 max, je suis venu pour pouvoir l'essuyer, alors qu'elle avait encore le masque, je suis venu avec la serviette pour l'essuyer. Et là, j'ai vite retiré ma serviette parce que je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas une goutte de sueur sur le visage. Je pense que c'est la première fois que je vois ça. Dit autrement, à mon sens, Maud a un système de thermorégulation qui est juste exceptionnel. Et ce système de thermorégulation explique une partie de ses performances, mais on n'a pas d'indice là, en tout cas dans les tests qu'on y a réalisés, pour pouvoir évaluer son niveau. Simplement, on a le lien avec ce qui se fait sur les performances. Chaque fois qu'elle était extrêmement performante vis-à-vis de toutes les autres qui ont des indices physiologiques au-dessus d'elle, eh bien, c'était quand il faisait chaud. La dernière fois, c'est à la dernière série des Golden Series du trail, et c'était au Baléares, il a fait très chaud, et au scratch, homme, femme, elle termine 3e, donc seulement 2 hommes devant elle, alors qu'on a l'élite mondiale du trail, et il faisait très chaud. Et donc, dans une situation dans laquelle on imagine un marathon, puis on imagine des situations thermiques qui sont un petit peu élevées, et bien là, avec ces indices physiologiques relativement bas, on peut s'attendre à ce que les autres diminuent beaucoup leur performance, celles qui potentiellement seraient entre 2h20 et 2h15, et ce que Maud, elle, en soit peu affectée. Et en gros, des marathons internationaux qui se gagnent à 2h25, ça existe. Voilà, donc cette partie-là, bien sûr, on n'avait pas pour l'éclairer, mais on en est quasiment sûr, déjà juste à observer son niveau d'eau qu'elle perd sur un test ici à 21,5 degrés. Puis on est quasiment sûr, quand on voit l'ensemble de sa carrière, elle a toujours été très performante dans des environnements chauds. Donc si on se réfère à une théorie qui est utilisée en écologie, qui s'appelle la théorie des paysages adaptatifs. C'est quoi cette théorie? Eh bien, imaginez le niveau de l'athlète, c'est une petite bille, et puis une bille qui se déplace dans des paysages dans lesquels il y a des cols à passer, et puis il y a des vallées. Et vous avez 2 types de théories, de manière de faire pour faire évoluer votre petite bille. Alors, rajoutons que la petite bille, plus elle est basse, plus ça veut dire qu'elle est performante. La première, c'est que vous avez une bille qui est au fond d'une vallée, qui pour Maud, c'est la vallée du seuil. Eh bien, vous décidez de secouer un tout petit peu régulièrement au fond de cette vallée, ce qui va faire qu'elle va creuser un petit peu plus sa vallée, là, pour venir continuer à progresser dans le modèle qui est le sien. La deuxième possibilité, c'est celle que vous avez proposée avec l'entraînement polarisé, c'est de venir à réaliser un gros tremblement de terre en espérant que la bille elle vienne passer un col et qu'elle aille explorer une autre vallée qui peut être un petit peu plus profonde. Eh bien, dans le cadre d'une athlète comme Maud, avec l'expérience qu'elle a, avec l'ensemble des données qu'elle a, eh bien, on lui ferait explorer sa vallée. C'est notre opinion, on ne dit pas que c'est la bonne, on dit juste, on essaie de l'argumenter et puis on amène les éléments d'expérience qu'on a avec des athlètes comme elle, eh bien on continuerait sur ce qu'elle a à faire. On viendrait juste agréger encore un petit peu plus d'allure 17, 17,5, on lui permettrait de récupérer un petit peu mieux, on jouerait peut-être sur les chaussures comme elle est en train de jouer, on jouerait sur un ensemble d'éléments connexes, mais on ne viendrait pas créer un grand tremblement de terre en espérant que se passe le mieux, parce que le risque, c'est d'obtenir le pire.